Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Endo Papers. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de traiter d'un article qui a été un des articles les plus cités dans toute la littérature scientifique, non pas de l'endodontie uniquement, mais de toute la dentisterie. Je parle de ce fameux article Cleaning and Shaping the Root Canal, publié par Herbert Schilder en 1974 dans Dental Clinic of North America. C'est probablement l'article le plus cité et le plus utilisé dans toutes les conférences et dans toutes les publications scientifiques. Cet article, il est intéressant puisque pour ceux qui l'ont lu, eh bien, il ne présente aucune image. Et c'est assez surprenant. C'est simplement un concept, la rédaction d'une structure mentale développée par Herbert Schilder sur son expertise clinique et qu'il a décidé à ce moment-là de coucher sur le papier. Ce qui est intéressant, c'est de noter que cet article a été publié 7 ans après son article précédent de 1967 où il décrivait l'obturation à la gutta chaude en compaction verticale. Alors, en endodontie, on sait que le succès d'un traitement, on le sait aujourd'hui, repose essentiellement sur une préparation canalaire rigoureuse qui va être le seul moyen d'avoir une désinfection et une obturation tridimensionnelle. Alors, en plongeant dans cet article fondateur, eh bien, je vous propose de retourner aux sources. Pourquoi aujourd'hui tout le monde parle de conicité ? Avant les travaux de Schilder, la préparation canalaire était, on peut dire, approximative ou empirique. On mettait davantage l'accent sur les médicaments intracanalaires que sur le véritable nettoyage mécanique et biologique. Schilder, en écrivant ce papier, a révolutionné cette approche en introduisant une méthodologie claire, basée sur des principes anatomiques et biologiques extrêmement précis. Schilder insiste sur l'idée essentielle que ce que l'on retire du canal est plus important que ce que l'on y met. C'est le premier changement de paradigme de l'époque, puisque à l'époque, toute l'endodontie était basée sur l'utilisation de médicaments, d'hydroxyde de calcium, de Rockless, de pulpicédol, de toute une pharmacologie intracanalaire. Et donc, cette nouvelle approche où il dit que ce que l'on retire du canal est finalement beaucoup plus qu'important ce que l'on y met, vient mettre un point d'orgue quelque part à l'endodontie médicamenteuse qui mettra des années à disparaître progressivement. Cela signifie concrètement que l'élimination complète des tissus organiques, des bactéries et des débris est cruciale pour éviter une réinfection ultérieure et assurer une obturation efficace avec une étanchéité parfaite. Alors, peut-on parler de méthodologie ? En fait, cet article est très original dans son fond et dans sa forme, puisqu'il ne s'agit pas d'une étude comme aujourd'hui on l'entend avec le matériel et méthodes, les résultats, les discussions, etc. Mais pour atteindre ces objectifs ambitieux, Schilder revient sur son expérience clinique, sur toute sa réflexion sur le concept, et il préconise alors de réaliser une préparation sérielle très structurée. L'utilisation d'instruments spécifiques tels que des limes, des broches et des forêts de Goetz. La récapitulation que l'on connaît aujourd'hui, que l'on continue à utiliser avec la rotation continue ou la réciprocité, eh bien, la récapitulation fréquente permet de maintenir la perméabilité du canal et surtout d'éviter la création de blocages par accumulation des bouts dentinaires. C'est d'ailleurs à l'époque ce qui était reproché à la technique de Schilder, c'est que on aboutissait à des bouchons dentinaires. Donc la récapitulation est un élément primordial. L'irrigation abondante avec une solution d'hypochlorite de sodium de 3 à 5% fait partie également des piliers centraux de sa méthode. Ça garantit ainsi non seulement une désinfection, mais également une dissolution efficace des débris pulpaires qui sont soit collés aux parois, soit mis en suspension. Alors, les résultats de sa réflexion, eh bien, Schilder décrit clairement les caractéristiques idéales d'une préparation canalaire réussie. Premièrement, le canal doit présenter une forme conique continue. Et c'est de là que tout le concept de la rotation continue, de la conicité, 4%, 6%, 10% pour les plus anciens, eh bien, va prendre naissance. Mais elle est extrêmement difficile à cette époque à mettre en œuvre puisque on avait des instruments qui eux-mêmes n'étaient pas coniques. Donc la conicité fait que le canal doit s'élargir progressivement depuis l'apex jusqu'à son entrée au niveau de la cavité d'accès, donc la partie de l'accès coronaire. Là, deuxièmement, on doit avoir un respect rigoureux de l'anatomie initiale. Il n'est pas question, malgré les difficultés instrumentales que l'on rencontre à l'époque, de déplacer le canal pour en faire quelque chose qui nous arrange pour le désinfecter et l'obturer. Ça, c'est le deuxième critère, c'est que le canal
élargi doit se calquer sur le trajet du canal initial. Il faut préserver la position naturelle du foramen apical et les courbures originales du canal. Et enfin, l'ouverture apicale doit être la plus réduite possible. À l'époque, on parle de 20 centièmes de millimètre. Pourquoi? Eh bien, puisque c'est le point de départ du calcul de la conicité, plus ce foramen sera élargi, plus la conicité engendrera un élargissement canalaire en direction coronaire, puisque la conicité se définit par l'augmentation progressive progressive du diamètre du canal préparé. Plus on commence large, plus on finira large. Alors, quelles sont les implications cliniques? Eh bien, aujourd'hui, la méthode proposée par Herbert Schilder est devenue une référence incontournable dans la pratique clinique. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas le personnage, personne ne peut dire autre chose que le fait qu'il ait placé les grands principes de l'endodontie au cœur de l'enseignement et de la pratique clinique. Elle implique cette mise en forme, elle implique toutefois une formation approfondie et un grand soin technique pour être appliquée efficacement. Et c'est probablement pourquoi très peu de gens l'ont utilisée finalement au moment où elle a été proposée. Il y avait les Schilderiens et il y avait les autres, mais essentiellement parce que la mise en œuvre clinique était particulière et très, très opérateur dépendant. Et elle avait une courbe d'apprentissage qui était importante. Cette notion de conicité, de calcul du canal, etc., a ressurgi, a refait surface des années après, 30 ans après, lorsque la rotation continue a été conçue, essentiellement par Ben Johnson, au départ avec le profile, où le nickel titane a permis d'obtenir des instruments qui ont une conicité et une souplesse qui permet d'obtenir ces mêmes critères sans avoir à passer plusieurs instruments. Et donc, la mise en forme de qualité avec les critères de Schilder à obtenir devenait possible pour le commun des mortels. Et c'est ça qui a fait l'intérêt de la rotation continue. Mais à partir du moment où un praticien maîtrise ces techniques, elle offre une reproductibilité élevée et améliore considérablement le taux de succès à long terme des traitements endodontiques. Quelles sont les limites de cette étude? Eh bien, la première limite, c'est que ce n'est pas une étude scientifique à proprement dit. C'est un état principalement descriptif. C'est la réflexion d'un auteur qui couche sur le papier 7 ans de réflexion ou 10 ans de réflexion de pratique clinique et qu'il décide de l'écrire lui-même avec une puissance dans chaque mot qui est indiqué. Ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui ont lu cet article, et je peux vous assurer qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, l'article de Schilder ne présente aucune image. C'est simplement une réflexion, je dirais pas philosophique, mais pas loin, où Schilder explique son concept et il le décrit. Il n'y a pas d'image pour l'illustrer. C'est un article assez long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le publiera 7 ans après son article précédent, en 1967, sur l'obturation en compaction verticale de gutta chaude. Et donc, c'est intéressant puisqu'il a publié l'obturation avant la mise en forme. Donc, cette technique est complexe, c'est compliqué, difficile à mettre en œuvre. Néanmoins, elle permet, lorsqu'elle est obtenue avec une précision et une rigueur nécessaire à finalement chaque endodontiste, eh bien, elle permettait d'obtenir des résultats incroyables avec une reproductibilité non discutable. Alors, que conclure de cet article? Eh bien, en gros, qu'il faut toujours privilégier l'obtention d'une forme conique, même s'il y a encore des détracteurs avec la technique dite scandinave qui cherche à avoir une formation plus cylindrique et l'utilisation d'une médication. Mais en gros, tout le monde, enfin la majorité des praticiens tentent à rechercher une forme continue, le respect de l'anatomie générale, originale, et utiliser une irrigation abondante à l'hypochlorite de sodium. Alors, quels sont les 5 points à retenir, à mon avis, de cette étude? La première, eh bien, c'est la conicité, la forme conique continue du foramen jusqu'à l'entrée canalaire au niveau de la chambre pulpaire. Le deuxième point, c'est le respect de l'anatomie. Le calque du canal préparé doit se projeter sur le calque du canal initial, quelle que soit la courbure, même lorsqu'elle est très marquée. Et c'est difficile à faire, mais c'est un point essentiel.
Troisièmement, avoir une irrigation abondante, on le répète à jamais assez, que tout se passe dans l'irrigation et au moment de la mise en forme, c'est ce qui permet de mettre en suspension les débris créés par l'effet coupant de l'instrument et d'avoir leur élimination en direction cônaire. Quatrième point, récapituler régulièrement, même si ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette récapitulation était très importante à l'époque de Schilder, mais il l'est beaucoup moins avec l'endodontie mécanisée. Et enfin, cinquième et dernier point, qui n'est plus discuté aujourd'hui, mais qui a longtemps été un point de discussion, est-ce que la gutta-perca est indispensable? La réponse est oui, et si vous voulez faire une obturation tridimensionnelle, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que l'obturation en compaction verticale de gutta chaude. Voilà, je vous remercie. J'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur cet article, même si il est très probable que vous ayez déjà connaissance de tous les éléments qu'il avait dit. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si vous avez l'occasion de lire cet article dans le détail, eh bien, vous verrez que on lui fait dire beaucoup de choses. Alors, il dit beaucoup de choses, mais on lui fait dire beaucoup de choses qu'il n'a pas dit. À très bientôt.